Dans le format Histoire d'écurie, on a l'habitude de revenir sur des écuries qui sont soit peu connues ou soit qui ont marqué par leur nullité. Aujourd'hui, retournement de veste. On va sur une écurie que beaucoup d'entre vous connaissent. Une écurie qui a marqué dans son histoire et qui a lancé l'un si ce n'est le meilleur pilote. Bienvenue sur l'Undercut, embarquez avec moi pour une vidéo sur l'histoire de Benetton. L'histoire de Benetton commence avec l'écurie Toleman, une écurie britannique lancée par deux frères. S'ils sont mentionnés, c'est parce que c'est important, puisqu'ils sont l'écurie qui a lancé Ayrton Senna en F1. Ils ne sont pas particulièrement importants, ils ont obtenu une pole position lors de leur dernière saison, en 85. Dernière saison d'ailleurs qu'ils ont commencé au bout du 4e GP, et avec une seule monoplace, à cause d'un problème avec Goodyear, les pneus. Luciano Benetton, qui cherche un maximum de buzz à l'époque, voit cette pole position de Theo Fabi et décide donc de sponsoriser l'écurie. Cette saison n'est d'ailleurs pas folle, il marque aucun point. Cela devait être une saison de transition pour Toleman. Mais à la fin de la saison, coup de tonnerre. Benetton rachète Toleman et s'engage pour 1986 et décide de garder Theo Fabi et engage Gérard Berger. Bon, en vrai c'est vrai, j'essaye de rajouter du suspense, mais bon, on parle quand même d'une écurie fin de grille quoi. Donc c'est sûr qu'à l'époque, tout le monde s'en fout quoi. Benetton est la première marque non liée au sport automobile qui débarque dans la F1. Ils sont liés au sport car Toleman n'est ni la première écurie de F1 ni le premier club sportif qu'ils sponsorisent, mais tout de même, ils ont aucune crédibilité quand même. D'autant plus qu'ils récupèrent pas une superbe écurie non plus. Mais si vous pensez que les frères investisseurs qui sont les frères Benetton vont se laisser impressionner, car c'est mal les connaître, équipés d'un moteur BMW, la Benetton B186 et des pilotes Theo Fabi et Gérard Berger, des pilotes logiques car Fabi était la pièce la moins endommagée de l'écurie, et Berger est un des seuls espoirs de la discipline. Les 3 premières courses, ça se passe assez mal, et c'est ce que j'aurais dit pour une écurie classique qui arrive en F1. La vérité c'est que la B186 récupère 8 points, et Berger réalise même un podium. Si cela peut sembler peu impressionnant aujourd'hui, laissez-moi vous rappeler qu'à l'époque, un simple point s'obtient avec la 6e place, et une 3e place n'en rapporte que 4. Les Benetton font donc une très belle impression. Malheureusement, le reste de la saison, il est assez mauvais. Avec beaucoup de difficultés en termes de fiabilité, Fabi arrache 2 pole positions, en Autriche et en Italie, de quoi ravir les présidents, et surtout Berger qui va chercher une victoire au Mexique. Une victoire dès sa première saison, c'est assez incroyable non? Et je sais qu'ils ont repris une écurie, mais une écurie qui était en bas de la hiérarchie, rappelez-vous. Cela s'explique notamment par leur choix de pneus, Pirelli plutôt que Goodyear, où ils avaient eu des problèmes, comme je le disais auparavant. Et surtout ce sont les pneus que la concurrence avait pris, donc le pari est gagné. Ils finissent finalement 6e avec 19 points, dont 17 de Berger. Désormais, plus de doute, ils détiennent leur pépite qui va les propulser au sommet. Cependant, laissez-moi vous rappeler une règle. Si jamais le Real Madrid va mal, et qu'une pépite est dans un club prestigieux, mais sans palmarès dans le monde, le Real va le racheter. En F1, le Real, c'est Ferrari. Donc, coucou Berger, bienvenue chez nous, on est Ferrari, on te rachète. Un Belge du nom de Boosten prendra sa place. Et Benetton changeront leur moteur pour prendre celui de Ford. Mais, comme vous le savez, il ne sera pas très fiable. À l'approche de la fin de saison, le moteur change un petit peu, ce qui permet à chacun des pilotes de Benetton de s'en sortir avec un podium. D'ailleurs, je dis que le début de la saison est compliqué avec le moteur, le changement de Berger, mais il se classe tout de même 5e, donc tout va bien. En plus, Fabi réalise une bien meilleure saison, en empochant 12 points et en se classant 9e. Malheureusement pour lui, il est encore dominé. Bootsem se classe 8e avec 16 points. Il est temps de dire au revoir à Fabi. Merci pour tes services depuis le début. Il est remplacé par son compatriote Alessandro Nannini. Et à la tête de l'écurie, Luciano Benetton cède sa place à son fils, Alessandro. Ils ont un pilote assez jeune, mais régulier avec Nannini, et un Belge qui a fait ses preuves. Ils ont de quoi espérer une très bonne place, non? Dès le début de la saison, on ressent que Benetton veut en découdre. Plusieurs podiums, 7 au total, mais que des 3e places cette saison. La saison est dominée par McLaren. La rivalité Prost-Senna est à son maximum, et rien ni personne ne semble pouvoir leur tenir tête. La seule haute victoire revient à Gérard Berger en Italie, mais ce n'est que parce que les 2 autres pilotes ont eu une collision ensemble. Benetton ne peut pas espérer finir premier ou 2e. Les places sont occupées par McLaren et Ferrari. Pour ça, il n'y a vraiment aucun doute. Par contre, la 3e place... Bootsem, lui, réalise une de ses 2 meilleures saisons de sa carrière et finit à la 4e place. Nannini, lui, n'est pas parfait, mais empoche tout de même quelques points. Et Benetton, lui, surclasse la concurrence en finissant 3e avec 16 points d'avance sur Lotus Honda et Arrow Megatron. Oui, Megatron.
c'était une autre époque. Mais pourquoi j'ai dit l'une des deux sur bout de scène? Car la meilleure est en 1989, où il empoche 2 victoires, mais chez Williams. Et oui, Thierry nous quitte. Pour remplacer le jeune pilote qui a eu un terrible accident, en 1988 en Formule 3000, Johnny Herbert. Logiquement, il se classe très souvent en dehors des points, arrivant en béquille au circuit, il ne fallait donc pas s'attendre à grand chose. Cela va d'ailleurs énerver plus d'une fois le nouveau directeur technique, qui trouve la gestion des pilotes très mauvaise. Et après tout, comment lui donner tort? D'ailleurs, vous le connaissez forcément. Son nom est Flavio Briatore. Luciano Benetton connaît bien Briatore, puisqu'il l'a rencontré à la Bourse de Milan, au début de la décennie, et il a mené plusieurs opérations commerciales au bout. Il l'emmène voir le GP d'Australie en 88, et s'il apprécie la discipline, il la considère plus comme un divertissement qu'à un sport. Pourtant, en 1989, le voilà sur le banc de Benetton. Mais bon, revenons à nos moutons. La voiture n'est pas prête pour 89, car le moteur a du retard, et Benetton reprend la B188 de la saison précédente. Forcément, ils ont du mal. Entre avoir un pilote ennemi et une voiture en retard, cela ne pouvait que mal se passer, Briatore ou pas d'ailleurs. Mais ce n'est pas fini d'être un cauchemar, car lors des essais privés, Nannini se crache avec la nouvelle voiture, ce qui retarde à nouveau son arrivée. C'est dommage, car en fin de saison, la voiture arrive à être performante. Nannini obtient même une victoire au Japon, après la disqualification de Senna. Cela leur permet d'obtenir la 4e place à la fin de la saison. Mais ils auraient pu espérer plus. 1990, nouvelle décennie, ancien champion, nouveau statut. Benetton signe Nelson Piquet. Je crois que vous avez pas compris. Une écurie qui n'a que quelques années d'expérience signe un triple champion du monde. Certes, Piquet est sur le déclin, mais Briatore l'obtient avec un salaire plus que modeste, pour un pilote de son statut, en lui promettant de belles primes. Un coup de maître, et ce n'est pas fini. Et ce n'est pas fini, car ils bossent comme des acharnés à la soufflerie, ce qui permet de développer une très bonne voiture pour 91, et une voiture plus que correcte pour 90. Briatore négocie un nouveau contrat avec Ford, et obtient moins 30% juste en foutant un sticker Ford sur la voiture. Ce qui a d'autant plus motivé l'arrivée de Nelson Piquet, c'est l'arrivée de John Bernard, ingénieur victorieux chez McLaren. Tous les feux sont donc au vert pour une saison qui s'annonce grandiose. Piquet a bien compris le principe des primes à la réussite, puisqu'ils vont obtenir un podium et 2 victoires. Grosse ombre au tableau. Nannini, qui avait réalisé un podium, est victime d'un accident d'hélico, qui lui sanctionnera le bras, rien que ça. Fort heureusement, il a pu être collé. Mais pour lui, la F1, vous l'aurez donc compris, c'est ciao. Gros respect quand même à lui. Il est remplacé en catastrophe par Roberto Moreno. Et ce dernier se trouve au bon endroit au bon moment. Car dans une course où Piquet aurait dû terminer 3ème et Moreno au mieux 4, Senna et Prost s'envoient tous les deux dans le gravier dès le début de la course. Vous commencez à connaître l'histoire. Et qui est derrière? C'est Piquet et Moreno, qui réalisent le premier doublé de Benetton. Ils finissent 3ème, mais malheureusement et toujours derrière McLaren et Ferrari. Pour 91, Briatore continue de chercher des sponsors, en les indiquant sur la voiture. Benetton se fait donc sponsoriser par Reynolds, Camel, le sponsor titre. Il commence les 2 premières courses avec la voiture de l'année dernière. Et on voit l'évolution de l'écurie, car Piquet arrive tout de même à prendre un podium. La nouvelle voiture arbore une nouvelle technologie novatrice, dans le milieu de la conception du nez. Cette technologie leur offrira une victoire de plus et un dernier podium pour cette saison, en Belgique. Mais un autre pilote dans l'écurie Jordan réalise une très grosse performance. Leur dernier podium se déroule en Belgique, et un pilote s'illustre lors de ce Grand Prix. En effet, chez Jordan, une grande écurie, mais qui n'est pas à son meilleur à cette époque. Cela dit, la voiture n'est pas catastrophique non plus. Ce pilote qui fait son tout premier Grand Prix et chope la 7ème place en qualification. Bon, il n'a pas roulé parce qu'il a eu un problème d'embrayage, mais il a impressionné pas mal de personnes quand même, dont Flavio Briatore. Dans le même temps, chez Benetton, Robert Moreno ne convient plus tout à fait à Flavio, pour le dire gentiment. Dès la course suivante, à Monza, ce pilote est engagé par Flavio et roule pour Benetton. Bon ok, j'arrête le suspense. Ce jeune pilote, c'est Michael Schumacher. Ce transfert impliquera même une plainte en justice de la part de Jordan. Cela coûtera des moteurs Yamaha à Benetton en 92, mais le prix en vaudra la chandelle. On peut dire beaucoup de choses sur Flavio, mais il a du flair. Sur les 5 dernières courses de la saison, Schumacher sera dans les points 3 fois. Par ailleurs, il tient tête à Piquet et sera devant lui 2 fois, malgré 2 abandons dus au moteur et à une tempête qui a stoppé le dernier Grand Prix. Par peur de perdre son statut dans l'équipe dans laquelle il s'est lassé, le départ de John Bernard en saison 91 n'y est probablement pas étranger. Toujours est-il que Nelson Piquet quitte Benetton par la même occasion. En seulement 2 ans, il, et aussi Flavio, on va pas se mentir, a fait passer l'écurie dans une autre dimension. Comme preuve de leur statut, une rumeur lance
lancé par Lucian Benetton, dit qu'Alain Prost les rejoindra en 1993. Cela s'avère faux. Mais à l'époque, ça a été pris au sérieux. Ils ne seront pas les favoris, cela dit. En 92, Nigel Mansell et Williams survolent la concurrence. 10 victoires en 16 courses, dont 6 doublés. Benetton finit à la 3e place, devancé par un duo de pilotes excellents chez McLaren, Senna et Berger. Cependant, pour le championnat pilote, c'est bien Schumacher qui les devance tous les deux, pour être le meilleur des autres. Il ira d'ailleurs chercher sa première victoire en Formule 1 en Belgique, en devançant Mansell sur les derniers tours. Benetton finit sur le podium à chacune des courses de la saison, montrant que le remplaçant de Piquet, Martin Brundle, est clairement à la hauteur. Malheureusement, ça sera Ricardo Patrese, en provenance de Williams, qui prendra part à la saison en 1993. On va passer rapidement sur la saison 1993, car c'est une saison très creuse pour Benetton, qui s'est, on va pas se mentir, un peu foiré dans le développement de la B193. Le pilotage est fastidieux, tant le centre de gravité est placé en hauteur, Schumacher s'en sort tant bien que mal et décroche une victoire au Portugal. Mais il n'y a pas de miracle, si Benetton s'est imposé dans le top 3 constructeurs, ils sont clairement le canard boiteux du trio. Les conséquences de tout cela, c'est que le contrat de Schumacher arrive bientôt à expiration, à la fin de la saison. Avec ces 2 victoires, Schumacher n'est plus un jeune pilote prometteur, mais bien l'un des meilleurs pilotes de la grille. Et ça, son agent le sait très très bien. Sauf que Flavio, lui, n'a pas le moyen de s'aligner aux autres écuries niveau tarif. Et c'est là que normalement l'histoire se répète. Et que comme Gérard Berger, avant lui, Schumacher s'en va et s'ensuit une reconstruction pour Benetton. Fort heureusement pour le business italien, McLaren, qui avait des vues sur le pilote allemand, ne propose aucune garantie de réelle amélioration technique. La priorité de Schumacher reste quand même d'avoir un titre, bien avant l'argent. Et donc, son agent accepte la proposition de Briatore de 15 millions sur 2 ans, 94 et 95. D'ailleurs, sans l'arrivée du nouveau sponsor Mild 7, ça aurait été vraiment très juste niveau budget. Mais du côté de Briatore, on serre les fesses. Parce que si la voiture n'est pas à la hauteur et qu'une écurie propose quelque chose de plus alléchant, Michael ne restera pas très bien longtemps. L'idéal serait de l'emporter dès la saison suivante, à minima le championnat pilote. Devant eux se dresse un pilote inexpérimenté, mais débordant de talent, Damon Hill. Prost étant parti après 1993, et Senna, bon, je vais pas vous réexpliquer pourquoi Senna ne court pas en 1994, je pense que tout le monde connaît la dramatique histoire. Schumacher démarre sur les chapeaux d'eau en remportant les 4 premiers Grands Prix. Si Damon Hill est juste derrière pour le premier Grand Prix, il ne prend qu'un point sur les 3 prochains GP. On démarre donc sur 40 pour Schumacher à 7 face à Hill. Pour l'instant, tout va bien pour Benetton. Hill remporte le 5e Grand Prix, mais tout va bien, puisque l'Allemand remporte les 2 suivants. Sauf qu'on sent le vent tourner. Cette fois-ci, Damon Hill est présent et a bien prouvé à Silverstone. Mais la victoire de Hill n'est pas très importante. Schumacher, 2e disqualifié, la stupéfaction se lit sur les visages. On va y faire un petit tour, ça va vous aider à comprendre la situation en 1994. Tour de chauffe, Schumacher dépasse Hill, ce qui est interdit mais n'a aucune incidence réelle. Au tour 14, il subit sa pénalité, pour départ anticipé, et en profite pour se ravitailler, selon les conseils de son écurie d'ailleurs, ce qui est interdit par la réglementation. Au tour 19, son stop and go est finalement annulé. Au 21e tour, drapeau noir pour le pilote allemand. Étrange puisque son stop and go a été annulé. Cela dit, Schumacher ne respectera pas ce drapeau noir. Seulement voilà, quelques tours plus tard, les ralentis à la télévision remontrent le départ et les preuves sont là. Mais Schumacher n'a pas fait de faux départ. Alors tout le monde crie tout de suite au complot. La FIA veut relancer le championnat car Schumacher et Benetton sont trop forts. La FIA veut punir Benetton pour ses nombreux départs limites, mais rien n'y fera. À la fin de la course, Schumacher, alors 2e, est disqualifié et écopera même de 2 courses où il ne pourra pas participer. Est-ce que la FIA a truqué la décision pour relancer le championnat ou est-ce une erreur? Compliqué à dire à l'époque. En tout cas, une chose est sûre, le championnat est clairement relancé. D'autant que la course suivante, l'Allemand doit à tout prix remporter le Grand Prix, afin d'éviter de voir son rival remonter. Malheureusement pour lui, la Benetton sera loin d'être fiable. Vous avez probablement vu cette vidéo de Joe Verstappen où sa voiture prend feu durant un pit stop, elle a d'ailleurs beaucoup tourné. Eh bien c'était lors de ce GP en Allemagne, dans la Benetton, du côté de Schumacher. Abandon moteur instantanément. Pour leur défense, il y aura plus d'une quinzaine d'abandons lors de ce GP, et seuls 8 pilotes rallient l'arrivée, sur quand même 25 au départ. Heureusement pour Schumacher, Hill ne s'en est pas très bien sorti. Il a fini, certes, mais en 8e position, ce qui lui fait donc 0 points. Le GP suivant, Schumacher l'emporte. Schumacher a 76 points et Hill en a 45, donc ça va encore. Mais là où les déboires de Benetton passent de compliqué à franchement dramatique, c'est lors du GP de Belgique, où Schumacher va à nouveau se faire disqualifier. Cette fois-ci parce que sa planche de bois a été trop abîmée. 2,4 mm
alors que 1 est autorisé. Il ne pourra pas se rattraper sur les 2 grands prix suivants, car ce sont ces grands prix de suspension à Silverstone comme je l'ai évoqué juste avant. Pendant ce temps, il remporte tous les grands prix, et donc le championnat est maintenant clairement relancé. Pour son retour, il remporte le GP d'Europe, et enfin, Hill prend celui du Japon. Les voilà donc à égalité, respectivement 92 et 91 points, mais il reste un dernier GP, l'Australie. Schumacher et Hill arrivent en force et dominent la course, jusqu'au 27e tour. Ils se jouent dans la seconde, là où le reste sont dans les plus de 35 secondes. Après, le 27e tour, Schumacher prend de l'avance, mais Hill revient moins de 10 tours plus tard. Il met une pression monstre à l'Allemand, et il a bien raison. Malheureusement, il a peut-être été trop bon. Il se jette à l'intérieur d'un virage, au 36e tour, et prend le meilleur sur l'Allemand. Mais Schumacher tente de prendre le virage sans prendre en compte Hill. La Benetton atterrit le nez dans la barrière des pneus, et la Williams rentre au stand. Pendant un petit moment, Schumacher a pensé qu'il avait perdu le championnat, mais Williams rentre au stand pour abandonner. Schumacher est pour la première fois champion du monde. Malheureusement pour Benetton, seul Schumacher et un petit peu Jos Verstappen remportent des points. De l'autre côté, en plus de Damon Hill, on a David Coulthard et Nigel Mansell. Williams est donc à nouveau champion du monde. Mais Benetton a enfin brisé sa malédiction. Ils ont dépassé la 3e place. Et il reste maintenant une seule année pour Schumacher sur son contrat. Il est temps de dominer cette discipline. Nouveau moteur, Renault, assez considéré comme largement le meilleur, ce qui leur permet de prendre une large victoire avec 11 secondes d'avance, dès le premier GP. Cependant, la voiture s'avère assez difficile à conduire, par manque d'appui au sol, et ça pourrait être une histoire qui va finir mal. Avec 2 victoires de Hill pour les saisons suivantes, mais on dit que cette saison était celle de la domination. Schumacher est le meilleur pilote de cette génération, et s'il y a encore un doute, il est temps que cela s'arrête. Il n'a absolument pas envie de laisser de suspense à cette saison. Les 8 GP suivants, Schumacher en laisse passer que 3. Le Canada, où il reste bloqué en 3e, à 10 tours de l'arrivée, et doit passer au stand pour réparer ça, ce qui l'a fait finir 5e. Silverstone, où une énorme bataille éclate entre lui et Hill, Schumacher prend la tête au tour 42, et au 46e tour, c'est Hill de prendre sa place. Mais cela les envoie tous les deux dehors. Heureusement pour Benetton, c'est leur second pilote, Johnny Herbert, qui empoche les 10 points. Enfin, c'est peut-être la seule réelle ombre au tableau. En Hongrie, les Williams sont au-dessus, et Schumacher est victime d'un problème avec sa pompe à essence. Mais d'ailleurs, depuis tout à l'heure, je vous dis qu'il fait ça bien, mais vous voulez savoir à quel point le concept de championnat n'a pas lieu d'être en 95 ? Après le 3e Grand Prix, le pilote Williams a 6 points d'avance sur le pilote Benetton, tous deux sur un moteur Renault d'ailleurs. À compter du GP qui suit en Espagne, Schumacher reprend la tête du championnat, jusqu'en Hongrie. L'écart va faire que se creuser. Damon Hill va lui prendre 10 points, puis rebolote. L'écart ne va faire que se creuser jusqu'au dernier Grand Prix. Avant le GP du Pacifique, Damon Hill est à 55 points. Schumacher en compte 82. Et on rappelle qu'une victoire ne donne que 10 points. Pour Schumacher, tant que Hill ne l'emporte pas sur une des 3 dernières courses, il est champion. Il pourrait prendre une victoire et se reposer. Laissez-moi vous expliquer quelques petites choses. Pour un spectateur lambda, la F1 est un sport individuel. Tu as une équipe, mais c'est le pilote qui gère tout. Pour un fan de F1, l'écurie est aussi importante que le pilote. La bataille au pilote est déjà remportée, mais Benetton a permis à Schumacher de remporter ses 2 premiers titres. Il est humainement redevable parce que gagner un titre, c'est tout dans une vie d'un sportif. Et du côté championnat constructeur, Williams peut encore revenir. Ce serait loin d'être facile, mais l'opportunité existe bel et bien. On savait Schumacher capable de tout pour remporter un titre, mais on ne l'avait encore jamais vu. Et Dieu qu'il est fort. C'est simple, qualification en course comprise, il n'a perdu la première place que 2 fois. Rien ne l'a empêché de garder cette première place. Pas un Alesi plus rapide sur quelques tours, ni même une piste parfois mouillée, parfois sèche, parfois les deux, pas un Hill revanchard, rien du tout. Dire que tout était contre lui ce jour-là serait du storytelling. Cela dit, il n'avait pas grand-chose de son côté non plus, quoique si. Comme depuis 4 saisons, Benetton attendait son heure. Car cette vidéo existe pour parler de cette écurie mythique. Pas de Schumacher, et pour le moment, Michael a beau avoir remporté le GP, il ne se sent pas encore champion. Et oui, les 2 pilotes Williams suivent Schumacher, mais un endroit pas tout à fait encore sec de la piste, à raison de 2 pilotes Williams. Pour Hill, rien de particulièrement grave, un simple arrêt au stand, et il repart en 5e place. Mais probablement poussé par l'adrénaline, il repart bien trop vite, et écope d'une pénalité pour excès de vitesse dans la pit lane. Coulthard, lui, n'a que des dégâts mineurs, mais cela rend la voiture particulièrement instable. Pour cause, quelques graviers dans ses roues perturbent ses freinages, il va donc ressortir. Derrière eux, à 20 secondes de Schumacher, Mika Häkkinen sur sa McLaren, et surtout, en 3e place, le coéquipier de Schumacher, Johnny Herbert, Benetton, est couronné champion. Benetton a donc rempli son armoire à trophées en l'espace de 2 saisons, ce qui leur donne un budget considérable pour 96.
Mais vous vous souvenez de Gerhard Berger, la grande pépite de Benetton? Il est toujours là. Parti chez Ferrari lui a donné des victoires et il est devenu un grand pilote. Mais pas un pilote capable de remporter des titres. Échange de pilotes entre Benetton et Ferrari, Schumacher part pour les rouges et Berger et Alesi rejoignent Benetton. Alesi est annoncé comme l'un des favoris pour le titre, mais malheureusement, la Williams est surdominatrice et a plus de 100 points d'avance. Seul Schumacher prend quelques victoires cette saison, en dehors de Williams et d'Olivier Panis, avec sa fameuse victoire à Monaco. 1997, beaucoup de changements sur la voiture. Malheureusement, beaucoup trop de changements en réalité. La voiture est allégée mais devient inconduisible. Ferrari s'est amélioré à la hauteur de Williams. Mais Benetton est l'enfant mal aimé du trio. Ils sont d'ailleurs à 2 doigts de perdre la 3e place, au profit de McLaren. Mais bon, ils la conservent tant bien que mal. D'ailleurs, en dehors du sport, c'est compliqué. Briatore critique ouvertement Alesi, Berger perd son père pendant la saison et prend du temps pour faire son deuil. Ce dernier va remporter une course, probablement la plus émouvante de sa carrière. La saison 98 est la saison qui plante les derniers clous dans le cercueil Benetton. Alesi mal à l'aise par l'ambiance et le ressenti de Briatore à son encontre. Il part donc pour Sauber et Berger va prendre sa retraite. La famille Benetton rachète les parts de Briatore qui va démissionner. Ses nombreux sponsors arrivent à expiration et sans la présence de Briatore, il est compliqué de les conserver. Un chapitre est en train de se terminer. Cela dit, la première partie de saison n'est pas si mauvaise et Benetton se classe 3e. Cependant, au Canada, Alexander Wurz, un des 2 pilotes Benetton, est pris dans un énorme accident qui lui fera faire plusieurs tonneaux. Il n'aura pas de soucis réels et sera présent la course suivante. Benetton finit finalement à la 5e place, très proche de la 3e, mais extrêmement loin de la seconde. En 99, c'est le retour de la famille Benetton. Et je vais pas vous faire perdre votre temps, ils finissent 6e. Au nouveau millénaire, 4e. Mais bon, à 3 points près, ils étaient quand même 6e, alors que la 3e place était super loin devant. Mais surtout, l'écurie a été rachetée par Renault. À ce moment-là, il ne reste plus que Benetton, le nom. Pour leur dernière année chez Benetton en 2001, ils font l'une des pires saisons. Ils se classent 7e. Finalement, en 2002, Renault F1 Team rejoint la Formule 1 et on dit au revoir Benetton. Benetton, c'est l'histoire d'une écurie qui a souvent manqué de budget comparé à ses concurrents et qui pourtant s'est retrouvé très souvent classé très haut. Un bon flair, un bon manager, un très bon directeur, du génie dont on entend encore parler aujourd'hui. Des pilotes ultra prometteurs et une bonne gestion d'équipe. Ils ont réussi à embêter et sont allés jusqu'à dominer les plus grands de leur époque. Benetton, c'est l'écurie qui a lancé Michael Schumacher et lui a offert ses 2 premiers titres. Et surtout, ils ont un titre constructeur et ça, peu d'écuries peuvent se la targuer. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager comme d'habitude. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ou sur tous nos réseaux. C'était Hugo de l'Undercut. Ciao.